au final, on a eu des élections sans réel candidat de l'opposition. Et donc, en me référant à la jurisprudence des juridictions supranationales, le parrainage a été clairement sanctionné. Près de 300 participants se sont mobilisés pendant 3 jours pour une part active aux travaux du colloque international de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral et la justice constitutionnelle. Des femmes et hommes du monde scientifique et judiciaire d'une vingtaine de pays, de hauts magistrats, délégués des agences du système de l'ONU, experts de la Commission électorale nationale indépendante, étudiants, chercheurs, patronniers du droit et l'ensemble des juges de toutes les juridictions et les juges membres de la plénière de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo affichent assidus et attentifs aux discussions et débats. Le colloque a été une véritable tribune d'expression, d'échange et débat. Le respect des règles du jeu démocratique, des textes électoraux fixant les mesures et conditions de l'ensemble du cycle et processus électoral, mais surtout le respect des résultats électoraux et l'indépendance des juges constitutionnels ont été abordés sans aucune complaisance par tous les intervenants et panélistes. Le juge électoral n'est pas un juge administratif, il n'est pas juge de la moralité de l'élection, il n'est pas un juge pénal, son office est limité à la validation de l'élection. Ces deux objectifs contradictoires mais imbriqués expliquent les règles applicables. Je distinguerai très brièvement la requête. Le juge ne peut s'autosaisir, il ne statue pas ultra petita, et puis je distinguerai les éléments concrets de procédure. Alors la requête, délai très bref, immédiat pour une élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel est appelé à statuer dans les 3 jours suivants. Il le fait comment? Il le fait en faisant remonter l'information. Et là-dessus, je suis certain qu'il y aura du débat. Il fait remonter l'information en désignant sur place 2500 magistrats. J'ai vérifié, Monsieur le Président du CSM, vous avez de quoi faire. Et en les envoyant sur place pour contrôler les résultats et en faisant remonter toutes les observations par les PV. Vous n'avez pas à saisir le Conseil constitutionnel dans le cas d'une élection présidentielle. Il sera saisi dès lors qu'un électeur aura noté l'absence d'isoloir, l'absence de bulletin, etc., etc. Et là, le juge a un travail pédagogique à faire, donc il n'hésite pas à annuler très largement l'élection. Les juges constitutionnels et le contrôle des finances électorales, la pratique des élections, véritable procédé d'accès au pouvoir, la régularité des élections libres et transparentes, le rôle des juges constitutionnels dans le processus démocratique, des modules qui ont été très animés et suscité beaucoup d'intérêt des participants. Qu'on sache au moins d'où viennent les fonds. Étant entendu que vous et moi, en tant que simples citoyens, lorsque nous allons à la banque, vous avez un petit million, on vous demande d'où vient l'argent. C'est pour vous. Peut-être que vous devez beaucoup, on vous a donné votre million, on vous demande d'où provient ce million. Et nous sommes obligés de dire, ce sont les cours que j'ai faits, on vient de me payer. Voilà. A fortiori, pour quelqu'un qui veut devenir président de la République, dont on connaît le train de vie, qui est en déphasage, avec 50 millions, 85, comme vous avez dit, 83 000 dollars, qu'il a trouvé en 48 heures. C'est tout à fait normal qu'on cherche à savoir. Voilà, Monsieur le Président, je suis à ce niveau pour dire que c'est vrai que le juge constitutionnel n'est pas dans son domaine traditionnel de contrôle des finances électorales. Mais les finances électorales revêtent un caractère hybride pour lequel je proposerai quand même l'audace du juge, comme le professeur Mbata, et que cette audace lui permette, dans le but d'instaurer cette moralisation de la vie publique, si chère à la France, puisque la vie publique, on se dit, il faut avoir, le professeur Melek l'a dit, la transparence. Il faut avoir des fonds dont on connaît au moins l'origine.
On sait que ce sont des fonds, les fonds qui sont sains. Et qu'on n'est pas en train de brader le pays pour être candidat. Qu'on n'est pas en train de, je veux dire, vendre une partie des flux de pétrole par des promesses. Parce qu'il y a des contentieux actuellement, ça existe, qu'il y a des candidats dont les campagnes ont été financées par des hommes d'affaires et qui espéraient gagner et qui n'ont pas gagné. Et il y a des procès, ça existe. Le SG, Gilles Baldé, il en sait quelque chose. Voilà. Tout juge court après le justiciable, mais en contentieux électoral, le justiciable peut se venger, puisque c'est l'institution avec laquelle on dialogue. Okay. Le dialogue doit être permanent, il doit être institutionnalisé. L'indépendance, elle est consubstantielle au rôle du juge. Elle paraît acquise par construction, mais l'on pourrait nuancer ce point. En Europe, elle paraît à conquérir en Afrique, d'où une différence d'approche que nous avons vue à l'œuvre pendant ce colloque entre les experts français qui vous disent « attention, gouvernement des juges » et la partie africaine qui nous dit plutôt « attention, gouvernement sans juge ». Il est normal donc que le débat soit foisonnant et même largement extra-juridique. En France, une loi du 1er août 2016 a désormais prévu le caractère permanent de la liste électorale et une décision du Conseil d'État du 9 novembre 2022 affirme que la liste électorale étant devenue un document effectivement permanent, l'article L37 du Code électoral permet son accès effectivement permanent. Les intervenants ont insisté sur l'indépendance des juges constitutionnels dont la conscience et le courage demeurent l'ultime rempart du métier des juges électoraux, ce dernier gardien du processus électoral et du contrôle de référendums et des scrutins présidentiels et législatifs. En Centrafrique, il y a eu un véritable combat entre la Cour constitutionnelle et le Parlement pour faire réviser la loi. Et la Cour constitutionnelle impose désormais aux partis politiques 35%. 35% de la composante féminine. Je citerai également la jurisprudence d'un pays qui ne brille pas, qui n'est pas le paragon de la vertu constitutionnelle, le Cameroun, mon pays, qui a rendu une décision où des listes ont été sanctionnées parce que ces listes ne comportaient pas la composante féminine. Donc, disons, c'est une liste de 2 personnes et le conseil a exigé qu'il fallait que le suppléant soit une femme. Mais ça n'a pas de grosse portée parce que la fonction de suppléant est vidée de tout contenu au Cameroun. Les juges constitutionnels et tous les participants au colloque international conviennent de la complexité des relations entre le pouvoir exécutif et législatif et les gardiens de la loi fondamentale et membres du Conseil supérieur de la magistrature. Si nous ne pouvons pas avoir l'occasion de nous remettre en question, de nous outiller, les textes peuvent être là, mais nous manquerons la capacité de les interpréter et de les appliquer. C'est une des raisons de ce colloque. Nous avons voulu que ce colloque soit annuel, mais déjà il y a certains scientifiques qui m'ont vu pour dire c'est tellement grand, c'est tellement beau, que si vous mettez chaque année, nous allons en diluer l'importance et la qualité. Après 2 ans, peut-être ça serait une bonne chose, mais je crois que nous prendrons assez d'informations. Mais ce qui est vrai est que ce n'est pas la première et la dernière édition, non. Il y aura d'autres éditions. J'ai suivi et je remercie les 2 intervenants d'aujourd'hui dans ce panel de rattrapage. J'ai aimé quand le professeur Mbata nous a donné le cas de l'Afrique du Sud.
Ce peuple-là a eu la grâce d'avoir au sein de son Assemblée nationale un éminent constitutionnaliste qui a fait bouger les choses. Aujourd'hui, j'ai écouté le professeur, mais j'aurais aimé écouter le premier président de l'Assemblée nationale. Nous sommes heureux, nous aussi, parce qu'au sein de l'Assemblée nationale, nous avons un éminent constitutionnaliste bien placé. Monsieur le professeur, c'est votre rôle. Quand vous avez saisi la Cour, vous avez trouvé qu'il y avait faille, non pas du côté de la Cour, mais du côté de la loi. Si vous pouvez rectifier cette lacune-là, vous donnerez encore beaucoup plus de possibilités à votre Cour d'être assez importante. C'est une interpellation et une demande que la Cour constitutionnelle vous fait, parce que vous êtes grand constitutionnaliste et vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de lacunes dans nos lois font en sorte que nous soyons presque impuissants devant certaines situations. À bâton rompu, les préoccupations des uns et des autres ont obtenu des réponses. Par des élections donc libres, transparentes et régulières, quand celui-ci donc évolue dans un contexte politique, hostile à un juge constitutionnel autonome et indépendant, ou si je pourrais reprendre même les termes du professeur Cambi, un juge gouverné et non un gouvernement de juges. Moi, c'est Maître Clément Chamachanga, je suis avocat et le commerce, c'est que celui qui a la police de... Est-ce que cela ne confirme pas la thèse selon laquelle les Français n'aiment pas un juge indépendant? Voilà la question que je vais poser. Sinon, j'aurais posé la question Frédéric. La question s'adresse au professeur Cambi. Monsieur le professeur, comme vous parlez des contrôles des élections, ma question est la suivante. Tenant compte de la méfiance qui se crée vis-à-vis des cours constitutionnels en Afrique, notamment aussi d'autres juridictions qui sont chargées de la gestion des contentieux électoraux, et en même temps des recours au règlement négocié des conflits. Ne voyez-vous pas que le modèle de règlement des contentieux par des juridictions électorales spécialisées serait un modèle le mieux placé pour l'Afrique afin d'éviter aux juges constitutionnels et des juges ordinaires de s'impliquer dans des conflits qui sont purement politiques? Les inéligibilités sont d'interprétation stricte. Elles existent essentiellement pour des motifs fonctionnels. Par exemple, il y en a une qui est casse-tête en France. On ne peut pas être à la fois suppléant d'un député ou d'un sénateur et suppléant aux élections suivantes d'un autre député ou sénateur. C'est un casse-tête absolu. On peut être candidat, on ne peut pas être suppléant. Mais en dehors de cela, ces inéligibilités-là ne sont reliées à la morale que lorsqu'il y a des condamnations définitives par la justice ordinaire. Et par conséquent, le cas que vous évoquez, ou dont nous avons parlé tout à l'heure, n'existerait pas en droit français. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que le juge aurait prononcé une inéligibilité. Je crois qu'il faut replacer cette question-là dans le débat des mécanismes internationaux de garantie des droits de l'homme. On va noter que le droit international est d'abord volontariste. Donc, en tout cas, le droit international public et le droit international des droits de l'homme est largement volontariste. Donc, c'est sur la base de la volonté d'État souverain qu'on va arriver, à l'adoption de normes, donc des conventions, etc., qui vont garantir les droits, qui vont garantir les prérogatives, et c'est la même chose, c'est par la volonté des États qu'on va arriver à des organes régionaux ou même des juridictions régionales. Président, j'ai une question de monsieur le professeur sur le droit comparé en matière de déclaration de patrimoine. Je pense que
en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. C'est une tendance quand même. Les quelques dispositions que j'ai parcourues à RDC, je pense qu'il y a eu des décisions dont a parlé le professeur, c'était un peu dans cet ordre d'idée. Il y en a aussi au Bénin, en Côte d'Ivoire, oui, déclaration de patrimoine, mais non suivi de contrôle. Voilà, c'est ça aussi le problème. Je dis, comme il n'y a personne sur la moralité publique là, il faut que le juge constitutionnel le soit. À partir d'aujourd'hui, il est le juge de la moralité publique. Parce que c'est lui. Sur cette note gaie d'espoir et d'assurance que notre panel met un point final tout en recommandant. Le colloque international de la Cour constitutionnelle a vécu des travaux qui ont été plébiscités par tous les participants. C'est aussi l'occasion pour nous de présenter toute notre disponibilité auprès de tous les scientifiques à recevoir correction, ajout, contribution, afin que tous ensemble nous puissions construire une belle cour constitutionnelle qui fera la fierté, non pas seulement de la République démocratique du Congo, mais de l'Afrique et surtout pas, et pourquoi pas, des nations. L'événement se veut désormais annuel. Un colloque international organisé à point nommé à quelques mois de la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo.